Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Nat? La forme, et toi, comment ça va? Moi ça va très très bien. Donc là on est parti pour une nouvelle loi du pouvoir. On est sur la loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Donc je vais laisser Nat nous introduire dans le principe. Donc vas-y Nat. Alors, vos actes doivent paraître naturels et exécutés avec aisance. Cachez la sueur et le sang qu'ils vous ont coûté, et taisez les trouvailles géniales qui vous ont simplifié la tâche. Donnez l'impression d'agir toujours en souplesse, comme si vous pouviez faire beaucoup plus. Si vous avez l'air de ployer sous le fait, les gens se poseront des questions. Quant à vos trucs et astuces, gardez-les pour vous. On pourrait les utiliser à votre désavantage. Donc on est parti pour le respect de la loi numéro 1. La cérémonie japonaise du thé, le Shanoyu, trouve ses racines dans le passé, atteignant son apogée au XVIe siècle, avec Senryo Rikyu, maître éminent. Rikyu, bien que roturier, devint le maître de thé préféré de l'empereur Hideyoshi, influençant esthétique et politique. Son succès résidait dans la simplicité apparente et le camouflage des efforts. Lors d'une cérémonie, Rikyu quitta exaspéré face à l'affectation de l'hôte. Un autre jour, il découvrit que l'apparente spontanéité de l'offrande d'un citron était prévue. Rikyu refusa poliment et partit. Lors de la visite de l'empereur, Rikyu créa une scène éblouissante en enlevant soigneusement la neige des dalles, mettant en avant la courtoisie plutôt que l'effort. Après la mort de Rikyu, ses enseignements influencèrent profondément la cérémonie du thé. Le shogun Yorinobu, disciple des préceptes de Rikyu, illustra l'importance de la sincérité en refusant de compromettre une lanterne pour une visite importante. Malgré l'altération de la première, il ramena une lanterne depuis l'île de Kishu, montrant l'importance de la beauté authentique dans la pratique de Shanoyu. Interprétation. Senno Rikyu considérait que le summum de la beauté est la survenue fortuite d'une harmonie imprévue. Cette beauté vient sans prévenir, sans effort apparent. La nature crée de tels phénomènes selon ses propres lois et procédés, et les hommes doivent obtenir les mêmes effets par l'industrie et l'invention. Lorsqu'ils montrent l'effort déployé pour obtenir une belle œuvre, l'effet en est gâté. Ainsi, le portail venait de trop loin. La cueillette du citron était trop calculée. Vous aurez souvent à vous donner de la peine pour créer vos effets. Des coussins dans la neige, toute une nue aux avirons, mais jamais votre public ne devra en avoir le moindre soupçon. La nature ne révèle pas ses secrets, et ceux qui imitent la nature sans effort apparent s'approchent de son formidable pouvoir. J'ai mis un exemple. Imaginons une entrepreneuse, Maria, qui à l'image de Senryo Rikyu, navigue avec élégance entre authenticité et raffinement dans le monde des affaires. Lors d'un événement, Maria quitte poliment une situation artificielle, refusant de participer à une façade. Elle préfère les actions spontanées et authentiques. Plus tard, elle crée une expérience mémorable pour des invités prestigieux en utilisant la pluie à son avantage, tout en dissimulant l'effort nécessaire pour réaliser cet exploit. Voilà pour le respect de la loi numéro 1. On va essayer de partir sur l'exemple 2 pour englober le tout. Alors, exemple 2. Harry Houdini, le maître de l'évasion, captivait les foules avec ses performances extraordinaires au début du XXe siècle. Une de ses évasions notables eut lieu à Londres en 1904, où il défia les menottes réputées inviolables. Fabriquées avec une complexité extrême, ces menottes semblaient insurmontables.
devant un public de 4000 personnes, Houdini, menotté, disparut dans une boîte noire. Alors que le temps passait, l'inquiétude grandissait. Finalement, il réapparut, mais les menottes étaient encore en place. Pour ajouter du suspense, Houdini, feignant la chaleur, réussit à enlever son manteau sans l'aide de ses mains. Puis, dans un éclat de virtuosité, il coupa les manches avec un couteau serré entre les dents. Après une attente prolongée, Houdini révéla finalement les menottes, laissant le public émerveillé et intrigué. Ses autres exploits, tels que s'échapper d'une carcasse d'un monstre marin ou faire disparaître un éléphant sur scène, renforçaient sa réputation de maître de l'inexplicable. Les spéculations sur ses méthodes allaient des pouvoirs psychiques surnaturels aux gadgets sophistiqués. Une confrontation avec un prestidigitateur allemand, Clépini, révéla l'ingéniosité d'Houdini. En dévoilant un code secret, Clépini cherchait à le discréditer. Mais Houdini, avec une ruse impeccable, inversa le code, laissant son adversaire confus et humilié. Interprétation. Houdini préservait jalousement les secrets de ses évasions, mais il était clair que son pouvoir ne résidait ni dans l'occultisme ni dans la magie. Son art résultait d'un labeur assidu et d'un entraînement constant, dissimulé habilement. Houdini, méticuleux, étudiait sans relâche les serrures, explorait des tours de passe-passe séculaires et se plongeait dans la mécanique. Son entraînement physique était tout aussi rigoureux, visant à maintenir une souplesse exceptionnelle et un contrôle parfait sur ses muscles et sa respiration. L'anecdote sur la bille d'ivoire qu'il avala et recracha après un entraînement intense démontrait son dévouement. Dans un défi mémorable à Londres, Houdini roula son adversaire Clépini. Il laissa ce dernier accéder au code des menottes françaises, puis, sur une scène, modifia habilement le code pendant une bagarre simulée. Son apparence sans nervosité dissimulait le dur labeur derrière chaque évasion, et il prolongeait délibérément les moments de suspense pour captiver le public. Houdini, en tant que personne influente, soulignait l'importance des recherches continues et de l'entraînement acharné avant de se présenter en public. La clé résidait dans le maintien du mystère, en ne dévoilant jamais les efforts et les astuces qui rendaient possible chaque exploit. Garder ces secrets conférait une grâce et une aisance presque divine, où seule la manifestation du pouvoir était apparente, jamais sa source. Citation. On met parfois des heures à écrire un vers, mais s'il a trop travaillé, c'est que le poète a travaillé pour rien. William Butler Yeats, La malédiction d'Adam. Et en exemple, David Copperfield, un célèbre illusionniste contemporain, comme Houdini, Copperfield préserve le mystère entourant ses illusions et évasions, mettant l'accent sur le travail acharné, la recherche minutieuse et l'entraînement rigoureux nécessaires pour réaliser des performances apparemment impossibles. Copperfield incarne la même idée selon laquelle la maîtrise de l'art repose sur des efforts incessants, tout en maintenant une aura de mystère pour captiver son public. Donc voilà pour le deuxième exemple. Ouais, j'ai vraiment moi, ce que j'ai compris, c'est que en gros, faut vraiment faire genre que tu fais des efforts de ouf, alors qu'en fait, t'en branles pas une. C'est pas un truc de ouf en fait. Ah, moi j'ai compris exactement l'inverse. Bah ouais. Ouais. C'est, pour moi, l'exemple du magicien, c'est un exemple qui te montre que ce qu'il fait a l'air ultra simple et toi, t'es tellement déconcerté parce que tu as l'impression que c'est impossible que tu te dis c'est magique en fait. Il fait juste de la magie, c'est pour ça que c'est simple pour lui. Alors qu'en fait, il a amoncelé plein de micro-astuces, de dissimulements qu'il a travaillé pendant des heures pour que ça ait l'air magique et naturel, alors qu'en fait, il s'est buté pendant des heures. Et c'est tout son travail. Ok. C'est toute la complexité Non, du moi boulot de magicien. j'étais resté sur le fait genre tu sais
comme il devait enlever ses menottes, c'était juste avec un code ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il fait juste son code et c'est fini. Bah voilà, je me suis fait rouler comme. Moi, j'ai même pas calculé. Parce que dès Moi, que je tu me suis rentres fait dans les rouler. détails de l'histoire, on comprend rien. Donc, je me suis dit, je m'en bats les couilles. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser à, tu sais, bah, justement, quand tu vas sur YouTube, les gens, quand ils voient, ils cliquent, ils voient un mec, je sais pas, faire genre, tu sais, les trucs à l'ancienne, les vidéos à la Cyprien ou même Norman et tout, quand ils sont chez eux et ils te font genre un sketch. Ouais. Bah, en fait, eux, pour eux, ils sont juste chez eux en train de faire des blagues, quoi. Alors que le mec, il a travaillé, il a écrit son texte, il a dû se faire prendre plusieurs fois, il a fait plusieurs cuts. Donc, Bah, au début, ses premières c'est vidéos, c'était pourri. Enfin, c'était vraiment c'est du tout à taf. l'arrache. C'était filmé au téléphone et tout. Mais il y avait quand même l'envie de faire un truc et tout. Et Ouais. ça s'est professionnalisé au fur et à mesure. Et bah, très souvent, ces youtubeurs-là, même maintenant, même un mec comme Hugo Décrypte et tout, qui commençait. Tu vois, quand tu vois ces vidéos, tu te dis, bon, n'importe qui. En soi, n'importe qui peut le faire, mais pas avec la qualité que lui va délivrer, tu vois. Et tu regardes même. On a l'impression Ouais. qu'il est dans sa chambre ou dans son salon, alors qu'en fait, il est dans un studio qui reproduit une chambre ou qui reproduit une, euh, une pièce à vivre, alors qu'en vérité, c'est un studio. C'est juste 4 murs posés Ouais, bah oui. pour faire semblant. Parfois, t'as que 3 murs parce qu'il y a juste la caméra au niveau du mur que tu ne vois pas et qui, du coup, n'est pas là. Et il y a une lumière de bâtard, tout est artificiel, mais ça donne l'impression que c'est simple, que c'est facile. Voilà, je suis chez moi, je suis comme vous et je fais une vidéo, alors que pas du tout. Mec, il y a une Bah non, il y a armée des fois. de cadreurs, de monteurs, de Bah ouais, mais même, tu vois, rien que le fait d'ingénieurs. d'écrire ou de penser à la vidéo, si, je sais pas, si tu as une idée de vidéo, tu dois faire plein de recherches sur le sujet. Bah, tu dois l'écrire, tu dois en parler avec les gens. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, comment filmer ça, comment faire ci. Tu sais, il y a plein de trucs à penser en fait. Oui, et puis il y a aussi le travail du montage vidéo. Le montage vidéo, Bah ouais, ça c'est un personne truc de n'en ouf. parle. Toi, tu arrives sur ta vidéo YouTube, tu la consommes sans te prendre la Ouais, tête et tout, alors que c'est des heures de travail, c'est des heures de vraiment ça, déroulage c'est dur. Ah ouais, non, c'est un truc de malade. Moi, ça me fait C'est penser compliqué. ce qu'on a vu aussi, l'autre parallèle, l'autre métier qui m'a fait penser à ça, c'est le catch. Tu vois, le catch, c'est un métier où, tu vois, tu fais ça fait rêver les gosses quand tu les vois se battre et tout, Ouais, avoir des énormes muscles, des entrées mirobolantes, un style, un charisme de fou et tout. Alors que ça, c'est des heures de travail, des heures de souffrance où ils répètent les mouvements, ils sautent, ils s'explosent par terre et tout. Pendant des heures, ils encaissent ça juste pour offrir un moment de spectacle aux ouais. gens et un peu de rêve. C'est pareil avec les danseuses étoiles. Tu vois, les danseuses étoiles, elles ont les pieds dans un état catastrophique. Mais on ne le voit pas. Ah ouais? Ouais, ouais, parce que elles s'entraînent à tenir juste, tu sais, sur la pointe des pieds, à faire des Ah ouais, sur mouvements la pointe du pied. et à faire reposer énormément de poids et de pression juste sur la pointe des pieds. Et apparemment, il y a des histoires comme quoi, ouais, elles rentrent. Il y a un truc qu'elles font souvent, c'est mettre des morceaux de viande qui sortent du frigo ou du congèle. Je sais plus vraiment c'est quoi le détail de l'histoire sur la plaie parce qu'apparemment ça a un effet relaxant ou quelque chose comme ça. Mais Ah ouais? ouais, mais j'avais entendu des anecdotes comme quoi elles ont les pieds en sang quand elles sortent des séances. Et Putain, c'est chaud. tout le but, tout repose sur le fait de faire en sorte que c'est facile. Tu vois, même le catch, c'est pour ça que les enfants ont tous envie de faire ça et tout. Mais ils se rendent pas compte à quel point c'est dur, à quel point c'est violent. Bah, c'est dur parce que même pendant les matchs, j'ai vu plein de vidéos où genre le mec quand il lui fait une prise qui n'était pas prévue, on va dire, tu vois le mec il se retourne et lui dit ça va, Ouais. continue. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est Ouais, ils se font des messes basses en scred quand ils se donnent des coups et tout. ouais, c'est vraiment. Il y a aussi un autre. C'était quoi l'autre Ah mince, je me rappelle plus, mais ouais, tu sais, le bodybuilding, ouais. Le bodybuilding, pareil. C'est un truc où les gens regardent le résultat, mais ils regardent les gros muscles et tout. Ils disent ah ouais, c'est cool. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que t'as même des gens qui te sortent ouais, moi, mon goal, c'est Chris Hemsworth. Tu vois, Chris Hemsworth, ok, c'est Ouais, cool. ah C'est ouais. Thor. J'aimerais bien avoir son physique. En gros, c'est quand je vais à la salle, je pense devenir comme lui à terme. Et ils se rendent pas compte. Ils se rendent vraiment pas compte
de toute Du travail qu'il y a derrière. Ouais, et de tout ce qu'il y a autour qui fait que le mec peut le faire. Il passe des heures à la salle, il a une équipe c'est de du diététiciens, sacrifice. de préparateurs physiques. Voilà. Le mec, on ne jouait pas dans la même cour, hein, clairement. Si tu te rends pas compte. Si tu savais ce qu'il faisait, t'arrêterais tout de suite de faire ce que... Tu sais, t'as Elon Musk, le mec de Amazon, Jeff Bezos. Ils sont tous là à dire, ouais, regarde, ils sont riches et tout, mais tu vois pas tout le travail qu'ils ont fait derrière. Le mec d'Amazon, Jeff Bezos, il a commencé dans son garage, mec. Ouais, c'est ça. Il a taffé comme un chien pour arriver où il est. Il y a pas de hasard, en fait. Donc, les gens, ils voient juste que le mec, ouais, c'est un des plus riches du monde. Il nique tout le monde, je sais pas quoi, alors que il a travaillé pour en arriver là. Ah ouais, et parfois ils sont en mode ah mais je comprends pas pourquoi il est aussi médiatisé, il réussit autant alors qu'il fait juste ça. Encore, on pourrait même prendre l'exemple un des bêtes d'exemple, je trouve, c'est les footballeurs. Les footballeurs, tu sais, tout le monde sort Ah l'argument ouais, genre, ouais, ils sont payés pour courir après une balle. Franchement, c'est de la merde. ouais, de Moi aussi ouf. je le fais. Je l'ai déjà dit, celle-là. Mais Ouais. voilà, tout le monde dit ça. Tout le monde le balance ce truc-là, mais les gens se rendent pas compte. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est dur comme taf. C'est pas. Alors quand t'es Ouais, c'est dur, passionné, tu l'encaisses, tu l'endures. Mais Ouais. tous ces gens-là qui disent courir après une balle, ils le feraient pas. Crois-moi, ils le feraient pas. Non. Jamais de la vie. Ah bah non, j'imagine tous les entraînements que tu tapes par jour, toutes les crampes que tu tapes et tout. Ah ouais, laisse non, tomber. c'est la violence. Même les matchs, le niveau physique qu'il faut pour tenir ça. Ouais. Et t'es même pas sûr. En plus, tu fais tous tes entraînements, tu te butes comme un porc à l'entraînement. Et le coach, il te fout sur le banc, il s'en bat les couilles. Il se dit non, Ça fait mal. t'as Ça. tout donné à l'entraînement, mais c'est pas suffisant. Donc tu dégages. vas sur le banc, mec. Peut-être que tu joueras 2 minutes à la fin. C'est Ça, c'est la violent. violence. Mais les gens se rendent pas compte. Parce qu'ils pensent pas à tout ça, en fait. Ouais. Tout ça est fait. Ils voient juste ce qu'ils consomment, en fait. Ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est comme... Ouais. Mais c'est l'idée, tu vois, que surtout dans les métiers du divertissement, c'est que en fait, tous les métiers du divertissement, show business, les émissions télé, la musique, tout ça, c'est la même chose. On ne voit que le résultat et on ne comprend pas à quel point l'effort était colossal. Les jeux vidéo, j'en parle même pas. C'est vraiment un truc de cinglé, les jeux vidéo. Le sang. tout ce qui est 3D et tout, c'est trop Tu dur. vois, on passe tous à la fin, quand on finit le jeu, on skip les crédits, mais les crédits durent 1000 ans. C'est toutes les personnes qui ont travaillé sur le jeu. Mais ça dure des minutes, ça dure plusieurs minutes et tout, c'est insupportable. Et pourtant, c'est les gens qui ont bossé. Donc tu te dis, le niveau d'effort qu'il a fallu pour livrer GTA V, par exemple, c'était chaud. C'est un truc de malade. Ça me fait penser aussi aux journalistes. Quand ils sont là en train de lire un prompt, tu vois, le prompteur, là. Ouais. Ça aussi, c'est archi chaud à faire. Ouais, c'est... J'imagine, là, c'est pas comme nous, comme sur YouTube et tout, t'as des cuts. Tu sais, tu cuts des passages où t'as foiré et tout. Le mec, il peut pas se foirer, là. Ouais, c'est one shot. Hein. Ça, ils sont trop chauds. Ouais, franchement, ça demande du talent, hein, mine de rien. Ça a l'air facile. Ah ouais, non. Mais tu vois, de toute façon, les 3/4 des gens, quand ils sont amenés à lire des trucs, comment c'est éclataxe. Tu vois rien qu'à l'école, on n'apprend pas à lire, de toute façon. De toute façon, les profs eux-mêmes, ils savent pas lire, vraiment. Ils savent pas lire un texte. Donc, à partir de là... Donc, on nous apprend à lire à l'école par des gens qui savent pas lire. Bah oui, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un prof qui m'a fait une lecture où j'étais en mode... où j'étais transcendé, hein. Moi, je me rappelle même pas qu'il y a un prof qui a lu, déjà. Bon, bah voilà. Enfin bon, c'est encore un autre sujet, ça. Ouais. Bon, on va partir sur les clés du pouvoir. Yes. Les premières notions du pouvoir découlent des rencontres primaires avec la nature, symbolisées par des forces telles qu'un éclair, une inondation soudaine ou la férocité d'un animal sauvage. Ces manifestations, agissant sans réflexion ni plan, inspirent une terreur sacrée en raison de leur soudaineté, leur grâce et leur pouvoir de vie et de mort. L'humanité a toujours cherché à imiter ce pouvoir, recréant le sublime et fulgurant à travers la science et la technologie. Bien que nos machines modernes fassent entendre leurs efforts, manquant ainsi de la grâce naturelle.
Le pouvoir des enfants de nous plier à leurs caprices tire son charme de la perception que nous avons des créatures moins réfléchies et plus gracieuses. Bien que nous ne puissions retourner à cet état, l'illusion de cette aisance suscite chez nous une terreur sacrée, héritage de la nature. L'idée de spezzatura, dépeinte par Baldassare Castiglione, à la Renaissance, s'applique également au monde de l'art. Les grands artistes de la Renaissance volaient soigneusement leurs œuvres, préservant la magie et l'atmosphère d'essence et de beauté naturelle. L'illusion du naturel, créée avec désinvolture, persiste même lorsque l'œuvre nécessite un entraînement ardu. La prezzatura, applicable à toutes les formes de pouvoir, souligne que l'apparence et l'illusion sont au cœur du pouvoir. Chaque apparition publique doit être une œuvre d'art, attirant l'œil, créant du suspense et procurant du plaisir. Et révéler tout le travail nécessaire peut diminuer le pouvoir, car la compréhension facile n'inspire pas la crainte. Cacher les mécanismes de l'intelligence est plus malin que les exposer. Talleyrand, politicien habile, appliquait la spezzatura au quotidien. Il donnait l'impression d'un immense pouvoir en cachant ses efforts, faisant travailler les autres et utilisant l'information de manière subtile, créant ainsi une aura de clairvoyance et d'aisance. La spezzatura, en cultivant le mystère et en masquant les efforts, renforce le pouvoir en suscitant l'admiration et la crainte, tout en préservant le monopole d'un don, source d'une influence redoutable. Exemple, Elon Musk présente régulièrement ses produits et projets avec un style décontracté, en utilisant les réseaux sociaux pour partager des mises à jour et des annonces de manière informelle. Sa présence en public et sur les médias sociaux suggère une facilité apparente dans la gestion de projets complexes et de grandes entreprises, renforçant ainsi son aura de leader visionnaire. En image, on a la course de chevaux. De près, on distingue les muscles tendus, les mains qui tirent sur les rênes, le souffle haletant, mais de loin, vu des tribunes, les chevaux semblent voler. Maintenez les autres à distance pour qu'ils ne voient de vous que l'aisance de vos mouvements. Autorité. Or, outre que cette qualité que nous appelons négligence, si contraire à l'affectation, est la source d'où procède la bonne grâce. Elle apporte encore cet avantage que se trouvant dans une action, toute petite qu'elle soit, non seulement elle découvre à l'instant la capacité de celui qui l'a fait, mais imposant à l'opinion des gens, il estime qu'il en sait beaucoup, plus qu'il ne fait par Ward. De sorte que, s'il vouloit s'y appliquer avec plus de soin, cette action sera encore plus parfaite. Baldassare Castiglione, 1478-1529, le parfait courtisan de la dame de cour. Voilà pour les clés du pouvoir, mon cher Nat. Yes. Qu'en as-tu pensé ? Ça me faisait penser à plusieurs autres exemples, notamment par exemple le métier. Il y a plein de métiers, mais je pensais au métier de designer, même de motion designer, où c'est des métiers où c'est hyper, c'est hyper ingrat comme boulot. Parce que juste pour faire apparaître un mouvement ou faire une maquette qui soit stylée et dire ah ouais, c'est cool, mais en même temps, tu te dis ouais, bon, c'est vite fait. Mais tu te rends pas compte que, par exemple, un designer d'interface, un designer UI par exemple, il va passer des heures à étudier les pixels, à regarder, à passer sur Internet, à aller sur des sites comme merde, comment il s'appelle le site là? Tu sais, avec l'espèce de panier de basket là. Merde, comment il s'appelle? Ah, il me revient pas. Dribble. Ouais. Tu sais, ok, Dribble. Ouais, où il y a plein de maquettes de designers et tout, où t'as des trucs hyper impressionnants et tout. Et c'est un boulot qui est ingrat parce que, notamment quand tu présentes ce boulot à un dev, le dev, surtout si le dev connaît pas le boulot du designer, il va dire ouais, c'est de la merde, moi j'écris du code et tout. Ça, c'est compliqué. Et il se rend pas compte à quel point chaque choix, chaque positionnement dans ton design a été réfléchi. C'est pas au hasard.
Tu sais, il y en a, ils sortent le nombre d'or, ils le foutent partout et tout. Enfin, et surtout, il faut justifier tes choix. Pourquoi tu as fait ça, comme ça, comme ça. Et motion design, pareil, c'est quand tu animes à la frame et tout, c'est c'est un travail colossal et qui se consomme en quelques secondes, tu vois. Et donc, tu te rends pas compte. Puis même pour un dev, quand tu as un designer qui lui file une maquette, pour le dev, c'est plus simple pour lui de coder. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Vu qu'il a déjà les dimensions, tu sais, les marches par page, le padding et tout, il a Mais tout. qu'est-ce qui se passe souvent quand un designer va trop loin? Il fait des trucs qui, par rapport aux choix de technologie qui ont été définis pour ce projet, sont impossibles à faire. Et du coup, le dev front-end, qu'est-ce qu'il fait? Il pète tout et il fait un truc bien plus dégradé que ce que le designer avait fait. Et du coup, le designer, il a le il seum. va être trop loin. Ouais. Il est en mode, mais elle est où mon animation? Il a dit, ouais, mais mec, c'était pas possible. T'as craqué. Donc, du coup, il a fait un vieux truc tout pourri, mais ça marche. Et du coup, le designer, il se dit, putain, mais tout ce travail que j'ai fait passe à la poubelle, c'est trop triste. J'ai l'impression que pour tous les tafs, c'est comme ça, parce que même un dev, quand tu vois les gens ils veulent un site et ils voient pas tout le travail que le dev il a fait derrière avec tout le code qu'il a fait. Bah oui, il clique sur un bouton, hop, ça marche pas. C'est quoi cette merde? Il pète un plomb. Il est pourri votre dev, il est pourri votre code, il est pourri votre site. Bah code toi. Alors que ça a mis des heures et tout, ça a été des nuits blanches, des prises de tête infinies et tout. Et c'est un exemple qui est assez frappant. Ah ouais, tu non, vois pas, c'est un truc de ouf. La métaphore de l'iceberg qu'on reprend souvent, c'est que les gens voient que la phase émergée et pas la phase immergée. Pareil, un autre exemple, c'était avant-hier soir. J'ai vu un match de boxe anglaise, mais c'était un match un peu exhibition, tu vois. C'était Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Ouais. Et là, typiquement, tu te rends compte à quel point il y a énormément de travail derrière chacune des disciplines. Et en l'occurrence, c'était un match sur lequel on a pu voir Francis Ngannou, donc, qui était un champion du monde poids lourd en UFC, changer de sport complètement. Alors que quelqu'un qui n'y connaît rien peut se dire, ouais, bon, UFC, boxe anglaise, c'est un peu la même chose et tout. Venir dans un autre sport et se faire, ceux qui ont vu la vidéo ou le match en entier et tout. De toute façon, le match, il est allé vite. Donc voilà. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai l'impression que c'était pour tous pareil. Tous ceux qui devaient combattre, qui ont fait les shows, ils se sont tous fait niquer. Oui, ouais, c'était. Doumbé, cette semaine, il y a eu plein de matchs Ngannou, et c'était comme ça. Et Benoît Saint-Denis, c'était fini. Ouais. Dans le cas de Francis Ngannou contre Joshua, il y avait eu quelques mois auparavant un combat entre Ngannou et Tyson Fury, et du coup, là, c'était plus serré, tu vois. Il dominait techniquement, mais Ngannou avait failli le mettre KO, tu vois. Alors que là, c'était phénoménal le match. C'était une leçon. Il lui a décoché des patates. On s'est dit, mais c'est ça la boxe anglaise en fait. Ok. Mais je pense que Fury aussi, il est un peu vieux maintenant aussi. Je sais pas, mais moi je pense qu'il c'est clairement. Soit il y a eu un accord pour pas qu'il se batte avec son vrai niveau, soit il s'en est battu les steaks, mais en tout cas, Joshua. Il lui a montré quand même. Moi, je pense que c'est ça aussi. Je pense que avec le combat qu'il a fait contre Fury, justement, il a pris la confiance. Il s'est dit bon, vas-y, maintenant je suis prêt. Il a voulu tester et là il s'est fini. De toute façon, il prend son oseille. Hein. Il a pris un paquet de fric là, Ngannou. Donc lui, quelque part, il a tout à gagner à faire ça. Ouais, il s'en fout. Ouais, voilà. Et c'est au contraire, qui est capable de faire ce qu'il fait, qui est capable de changer de discipline comme ça et d'aller se mesurer à des mecs qui ont été champions du monde et tout. Il y en a très peu. Hein. C'est comme. Il ferait pas l'inverse, Joshua, d'aller en UFC. Tyson Fury, pareil, il ferait pas l'inverse parce que ce serait pas la même chose là. Tu sais, tu prends l'exemple même de Saint-Denis quand il est parti se battre contre Poirier. Le mec, Poirier, c'est un mec, c'est le 3e. En UFC, il est trop chaud. Ouais. Qui prend ses couilles et va aller se battre contre lui? Saint-Denis. Ouais, tu vois. Ouais. Il y est allé. Mais oui, c'est pas. Encore une fois, quand tu connais pas trop, tu peux te dire que
il y a match entre les deux et mine de rien, il y a eu oui, il y a eu un certain match, mais l'expérience, les années d'entraînement, enfin il a Bah, ça fait la diff. commencé il y a pas si longtemps, hein, Benoît Saint-Denis, donc Ouais, il est quand même. Enfin, c'est impressionnant de voir qu'il est allé aussi loin, aussi vite, aussi rapidement, mais ouais. quand même, il y a encore des marches à passer. Quand même, pour le premier round, il a dominé quand même. Hein. Oui, oui, oui. Oui, mais n'empêche pas. J'ai Mais choqué. il s'est passé ce qui s'est passé quand même. Hein. On retiendra surtout ça. Ouais, je pense. Mais en tout cas, voilà. Ouais, Bon, juste, c'est la petite parenthèse sport de combat. Mais on est une chaîne où on parle des sports de combat et tout. oui, bon, en l'occurrence, ça Mettez fait là après les matchs l'actualité et cette tout. semaine. Donc, et puis ça Mais t'as tombait pas bien parlé de avec Baki Doumbé encore là. Il n'y a pas Ouais, grand-chose je à rigole. dire dessus. Hein. Franchement, là, pour le coup, Tu sais, quand c'était. t'as une épine dans le pied, quand Ouais. même. Est-ce qu'il faut avoir, eu le parcours de Doumbé pour faire la prestation qu'il a fait? Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense pas. Pour se plaindre d'une écharpe dans le pied. Bah, après, moi, pour faire l'avocat du diable, tu peux te dire que pendant que t'es dans le combat, quand t'as un truc qui te gêne, t'es pas aussi concentré que tu pourrais l'être. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Donc c'est peut-être ça qu'il a. Mais juste un tel combat qui avait été autant médiatisé et tout, finir en autre boudin comme ça, c'est. Ouais, j'avoue. Je cherche même pas à savoir qui est en tort dans l'histoire. Juste, ça aurait pas dû se passer comme ça. Ouais, toi, tu voulais un KO. J'aurais voulu voir le match, un match qui dure plus longtemps, quoi. Et franchement, c'est allé trop vite. Il s'est rien passé de particulier. Enfin, ça commence. Bah, tu vois, c'est ce que je disais. Tous les matchs qu'il y a eu, les 3 qu'on a parlé, les 3, c'était médiatisé de ouf. Et ça a duré que 2 rounds. Même pas. Ouais, C'est chaud. Hein. c'est expéditif. Franchement, mais bon. En tout cas, je pense qu'on a donné pas mal d'exemples. Là. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Ouais. Ça parle à tout le monde. Hein. Le côté, plus c'est facile, plus tu donnes l'impression que c'est facile, plus il y a une espèce de grâce, d'esthétique dans ce que tu fais. On dit waouh, c'est trop stylé. Mais personne ne se rend compte à quel point c'est hyper dur pour que ça ait Bah l'air ouais. facile comme ça. On peut prendre aussi l'exemple des rappeurs. Hein. Tu as des rappeurs, tu as des exemples, des histoires. Bon, je prends l'exemple du rap, mais on aurait pu prendre d'autres exemples. Où parfois les gens, ils font leur couplet, le son entier en une seule prise. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure avec l'exemple des présentateurs, quand ils sont en direct, bah, ils peuvent pas se louper. Bah, Ouais. tu as plein de rappeurs qui, alors même qu'ils sont en studio, donc qui peuvent totalement se louper et faire des cuts et reprendre et tout, bah, il y en a, ils expédient tout en une seule prise. Ça, on en connaît. Il y a des exemples sur ça, il y a plein d'anecdotes d'ingé son qui en parlent, des rappeurs qui expédient tout en une seule prise. Bon, après, ils repassent pour faire des bacs ou refaire des trucs et tout, mais ça, et tu vois qu'en fait, les mecs ont vraiment un talent qu'ils ont entraîné, hein, et ça demande toujours du travail. Alors que tu vois des mecs sur YouTube, des mecs un peu bizarres, type Amandine du 38, rappeur du 9-2, et eux, ils peuvent s'entraîner pendant des années, que t'es Ça comme fera ils pas veulent, pareil. ce sera toujours éclataxe. Ils peuvent faire des cuts dans tous les sens, ça reste de la merde. Exactement, c'est ça. Enfin bon, voyons-le à contrario. Moi. Le secret qui entoure vos actions ne doit pas être trop pesant. L'obsession paranoïaque de cacher votre travail créerait une impression déplaisante. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Houdini faisait en sorte que le secret de ses astuces semble être un jeu, une partie du spectacle. Ne montrez pas votre œuvre avant qu'elle ne soit finie. Certes, mais inutile de construire une ligne Maginot. Vous seriez comme le peintre Pontormo qui passa les dernières années de sa vie à dissimuler ses fresques et ne réussit qu'à devenir fou. Sachez conserver l'humour et l'autodérision. Relever les dessous de vos projets peut être parfois utile. Cela dépend de votre public et de l'époque où vous agissez. Barnum reconnaissait que ses spectateurs aimaient se sentir impliqués dans ses spectacles et que l'explication de ces trucs les ravissait. Peut-être que le fait de démystifier les sources d'un pouvoir plaît à l'esprit démocratique des Américains. Le public apprécie autant l'humour de l'artiste que sa franchise. Barnum alla même jusqu'à publier ses multiples astuces
dans sa fameuse autobiographie, écrite alors qu'il était au sommet de sa carrière. Tandis qu'une révélation partielle est une démarche soigneusement maîtrisée et non le résultat d'un incoercible besoin de tout dire. Elle est suprêmement habile. L'auditoire a ainsi l'illusion d'être intelligent et mis au parfum, même si l'essentiel de ce que vous faites lui demeure caché. Ça me fait penser aux influenceurs, ça encore une fois. Des influenceurs qui te lâchent des formations gratuites sur un sujet, et en fait, t'apprends rien. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de secret, il n'y a pas de valeur. Du coup, on peut la faire gratuitement, même si c'est une vidéo de 50 minutes, gratuit, où on enfonce des portes ouvertes, pas de problème, tu vois. Limite, je dis à ChatGPT, fais-moi la formation sur tel sujet, sur Shopify, par exemple, n'importe quoi, tac, 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 qui dure 50 minutes avec des concepts. Il me fait le truc, moi, je me filme en train d'appliquer ces concepts et je la vends, et puis voilà. Enfin, ou je la mets en gratuite. Comme ça me fera des... Ou même, moi, le truc que j'entends souvent, c'est genre, t'as un mec, il a un bête de niveau sur un truc, il est trop fort et tout, et il te vend une formation, Ouais. mais dans sa formation, il te vend Ouais, quasiment c'est ça. que dalle. Donc le mec, il a un putain de niveau, mais il veut pas que t'atteignes son niveau, mais il te vend une formation Ouais. où il te montre que des bases Ouais, de merde. c'est la base, hein. Mais ouais, il ne va pas montrer tous ses secrets, hein. Ça le fait kiffer, ça fait kiffer les Bah gens de oui. voir qu'il donne des astuces, il donne des trucs et tout. Mais c'est que dalle, hein. Souvent, ça te permet pas de faire grand-chose. Partager ses secrets pour que tu lui piques ses idées ou que tu fasses comme lui. Tu lui prennes Ouais. sa niche de marché, donc ça l'intéresse pas. C'est marrant qu'il reparle de l'exemple de Pontormo. Tu sais, qui avait fait sa fresque et qui était devenu fou à force de jamais la montrer, jamais sortir. Au Ouais. final, c'était une fresque pourrie. Elle était pourrite en plus, Ah, il sa parlait fresque. tout Au seul et final, tout. pour ceux qui l'ont vu, ça n'avait aucun sens. Ouais, c'est un ouf. Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur, Ouais, sur C'est cette clair, loi-là. on a dit ce qu'on avait à dire. De toute façon, c'est assez parlant quand même, comme principe. Ouais. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à nous lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Nous, on vous dit à jeudi Salut à prochain tous. pour un nouvel épisode.